Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Un protocole d'accord a été signé ce vendredi 24 février 2023 à Niamey entre l'Algérie et le Niger. Ce protocole vise à valoriser les projets communs structurants en cours de développement entre les deux pays. Le professeur Sidi Mohamed Bouchenaka, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel d'Algérie, a fait part de son engagement à accompagner son homologue du Niger dans ses actions pour le bien-être des populations nigériennes. Je dois reconnaître que le discours de M. le Président de la République a été un grand discours pour accompagner les gouvernements de leur pays. Et ainsi que bien sûr conseiller le gouvernement bien sûr et bien sûr assister les assemblées de leur pays. Alors M. le Président de la République ce matin a été très instructif dans son discours où il a donné toutes les orientations et le programme d'accord de travail pour le Conseil économique qui je crois est semblable à notre programme aussi M. le Président. Il est semblable à notre parce qu'il a pris en considération et comme instruction toutes les instructions, tout ce qui est actuellement engagé, tous les défis auxquels nous devons faire face. Alors pour cela, je pense que le Conseil économique, dans le cadre de cette signature de ce protocole d'accord, nous avons les mêmes objectifs. Nous avons convenu pour d'abord redynamiser cette coopération de dialogue d'abord entre nous, entre nos deux institutions, et en même temps de travailler ensemble parce que les relations solides et ancestrales de nos deux pays, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et à échanger ensemble. Nous avons discuté ensemble d'une feuille de route qui prendra en charge les grands défis de ce jour. Les différents présidents et représentants des conseils économiques, sociaux et culturels présents à cette cérémonie ont également exprimé leurs sentiments de joie et ont pris aussi l'engagement d'apporter leur contribution au développement du Niger. Les conseils économiques et sociaux ont travaillé en amont pour acter sur une coopération nouvelle pour redynamiser la coopération entre nos deux instances afin de faire profiter chacune de nos institutions de l'expérience de l'autre et de pouvoir porter des projets en commun. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la République sœur d'Algérie et notre pays sont engagés en tout cas dans une dynamique de développement et de l'intégration à travers plusieurs projets. Donc c'est pour nous un grand plaisir si aujourd'hui le CNES et le CESOP se mettent ensemble aussi pour emboîter le pas à nos plus hautes autorités. C'est un grand plaisir, Monsieur le Président. Votre présence nous a marqués. Et vous êtes chez vous, rassurez-vous, au nom du Conseil économique et social et culturel du Niger, je vous dis merci et je prends l'engagement ici que effectivement le CESOP jouera sa partition pour que notre coopération aille de l'avant. Pour rappel, le président du Conseil économique, social et culturel, M. Mala Ligari Maïrou, s'est réjoui du travail abattu par l'ensemble des participants. L'UNICEF, en partenariat avec Wata Mission, a lancé ce samedi 25 février 2023 l'initiative régionale pour le solaire IRS.
Cette initiative a pour but d'apporter un soutien technique et spécialisé sur tous les aspects à l'alimentation en eau potable par le biais de l'utilisation des systèmes solaires. Ce forum régional africain sur le développement durable Fardada 2023 vise à renforcer les plaidoyers en vue de mobiliser les actions pour la promotion de l'énergie solaire en général et en particulier dans le domaine en lien avec les droits des enfants. Le représentant de l'UNICEF, Stefano Savi, a relevé les problèmes liés au changement climatique. Dans notre région, il y a 287 millions d'enfants et de jeunes qui vivent en Afrique centrale et de l'Ouest, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Lorsque les inondations frappent, les services d'éducation et de santé sont perturbés. Les centres de santé perdent l'électricité et deviennent dysfonctionnels, et l'assainissement aussi est compromis, car le manque d'eau réduit l'utilisation des toilettes et des latrines, ce qui augmente la défécation en plein air et les risques sanitaires qui y sont liés. Les communautés adoptent des pratiques d'adaptation négatives comme la déscolarisation et le mariage précoce des jeunes filles. Et la pollution atmosphérique toxique transforme les communautés des enfants dans un environnement dangereux. L'UNICEF répond de manière durable en renforçant les principaux services sociaux dont dépendent les enfants, en les plaçant au cœur des politiques de lutte contre le changement climatique et en aidant les jeunes à devenir des champions du climat et de l'environnement. Le conseiller régional en eau, hygiène et assainissement du bureau régional à Dakar, M. Riben Biyaha, a aussi pris la parole pour souligner l'impact de l'eau et de l'assainissement sur l'éducation et la santé. Nous avons décidé de faire en sorte que toutes les actions que nous menons dans le secteur de l'eau et de l'assainissement soient résilientes au climat. Tout ce que nous faisons, on limite l'empreinte en termes de gaz carbonique qui soit rejeté dans l'atmosphère, dans tout ce que nous faisons. Et quand on regarde ces trois points que je viens de dire, de donner, l'initiative de Solar nous aide effectivement sur les trois points. Non seulement le Solar va nous aider à avoir des infrastructures qui utilisent l'énergie solaire, donc qui ont une résilience par rapport à une dépendance sur les énergies fossiles. On a le Solar aussi pour s'assurer que les systèmes qui sont mis en place au niveau des pays même sont en harmonie avec cette vision. Et le troisième élément qui est le plus évident, effectivement, puisqu'on n'utilise plus les énergies fossiles pour pomper de l'eau, notre vision, c'est que cette façon de voir la résilience au changement climatique dans le secteur qui est en cours en ce moment, qu'on étende à d'autres secteurs, que tout le monde se mette en phase avec les acteurs de tous ces secteurs-là, l'assainissement, la santé, l'éducation, pour faire avancer cette idée. M. Irben Onibon, chef de Watch Niger de l'UNICEF, a démontré l'importance de l'énergie solaire en milieu rural. Avec l'énergie solaire, nous avons de 2019 à 2022 réussi à fournir de l'eau potable à environ 400 000 personnes de 300 villages à travers la construction d'adduction d'eau potable multi-village solaire. Je pense que le nombre est quand même très impressionnant par rapport au nombre d'acteurs qui fournissent ce type de service au Niger. Si on travaille ensemble et qu'on a 10 agences qui travaillent sur le solaire, je crois qu'en 4-5 ans, on peut atteindre plus de 2, 3, 4 millions de personnes, et ça va permettre au pays d'améliorer les indicateurs en matière d'accès à l'eau potable. Je veux parler des indicateurs d'ODD, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des populations. Et nous utilisons aussi le solaire pour améliorer la chaîne de froid en termes de vaccination, surtout en milieu rural où on sait que l'énergie électrique courante ou conventionnelle n'est pas du tout disponible. Nous sommes en train de conduire actuellement une large étude pour évaluer le potentiel et les besoins en électricité des écoles et des centres de santé, surtout ce qui est en milieu rural. Parce qu'en milieu urbain, le taux de couverture est relativement plus élevé comme milieu rural. Nous bénéficions d'une assistance du Solar Hub qui est en train d'évaluer
les installations solaires qui ont été faites sur le terrain. Et nous espérons que les conclusions et recommandations qui vont sortir de cette évaluation actuellement en cours vont nous permettre d'améliorer la production de l'énergie solaire. Cette cérémonie a permis d'édifier les participants sur la planification et la conception en matière d'énergie solaire, de l'eau et de l'assainissement. Les participants ont également eu droit à une séance de questions-réponses qui a clôturé la cérémonie. La cérémonie d'inauguration du nouveau siège du secrétariat régional de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP ce vendredi 24 février 2023 à Tawa. Cette cérémonie a vu la participation de nombreuses autorités de la région de Tawa. Après l'ouverture de la cérémonie par le maître de cérémonie, une fatiha a été dite par le chef de canton de Tawa avant que le directeur général de la prenne la parole pour remercier le gouverneur qui a accepté de parrainer cette cérémonie et l'ensemble des personnalités et invités avant de faire la présentation du résumé du projet qui a été réalisé. Ce bâtiment est la concrétisation de l'ambition de l'autorité de régulation de la commande publique qui vise à doter les antennes régionales d'installations propres et d'installations modernes et définitives depuis leur création en 2019 afin de les rendre pleinement opérationnelles. Construit par l'entreprise Ecomef sur un terrain de 2500 m², ce nouveau bâtiment comprend un bloc administratif constitué d'un ensemble de 5 pièces, un bloc logement destiné aux responsables de l'antenne et des annexes. Le coût de la construction a été arrêté à un montant de 186 704 672 000 francs, toutes taxes confondues. Il y a lieu de saluer l'expertise avérée des principaux intervenants et en particulier le ministère en charge de la construction du bâtiment qui a apporté toute son assistance technique dans les différentes phases de la mise en œuvre du projet. Que notre ambition est de mettre tous les acteurs de la commande publique au centre des initiatives de régulation de la commande publique et offrir des occasions de confronter les idées et les expériences dans ces domaines en perpétuelle mutation. C'est pourquoi il est important de préciser que l'ARCOP entend s'investir pleinement pour la sauvegarde des investissements productifs au profit de l'État. Elle entend s'investir pour l'assurance du triptyque délai, qualité et coût, aussi bien dans le projet d'investissement que dans les activités ordinaires de fonctionnement des administrations, de contribuer efficacement à l'amélioration du climat des affaires, à la promotion du secteur privé, de servir de levier principal en ce qui concerne la réalisation du programme d'action du gouvernement dans le chapitre de l'assainissement des finances publiques. S'en est suivi l'intervention de Mme Suleiman Gamou, présidente du CNRCP, qui a rappelé l'importance de la construction des antennes régionales qui consiste à faire du domaine de la commande publique un secteur clé. Elle a aussi présenté l'historique de l'ARCOP avant de décliner les principales missions et les principaux résultats enregistrés dans le domaine de la commande publique par l'ARCOP. Pour la conduite de ces activités, l'ARCOP s'appuie sur 3 principaux organes, notamment le Conseil national de régulation de la commande publique, le comité de règlement des différends et la direction générale. S'agissant du Conseil national de régulation de la commande publique, CNRCP, il est l'organe d'orientation et de délibération de l'ARCOP. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. C'est à ce titre que le Conseil définit et propose au gouvernement la politique générale en matière de régulation de la commande publique. Concernant le comité de règlement des différends, il est important de retenir qu'il est l'organe non juridictionnel chargé de statuer sur les recours. Et quant à la direction générale, elle est chargée de mettre en œuvre la politique générale de régulation de l'ARCOP et d'exécuter les délibérations du Conseil de régulation, entre autres. Par ailleurs, l'ARCOP détient des pouvoirs de contrôle et de sanction. Ces pouvoirs s'exercent soit d'office,
soit à la demande de l'État, d'une organisation professionnelle de la commande publique ou de toute autre personne physique ou morale ayant intérêt à agir. L'ARCOP, dans son rôle de régulateur, contrôle le respect par les acteurs de la commande publique des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. La finalité de cette régulation de l'ARCOP s'évertue à accomplir et de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Ces principes s'imposent à tous les acteurs. Le gouverneur d'État, M. Issa Moussa, a aussi pris la parole pour saluer l'engagement de la direction de l'ARCOP pour promouvoir la gestion de la commande publique. Il me soit permis, en cette heureuse circonstance, d'exprimer de vive voix mes chaleureuses félicitations à l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, pour son engagement au service de la bonne gouvernance dans la gestion de la commande publique. Votre engagement pour promouvoir les bonnes pratiques ainsi que l'importance de votre contribution à la gestion des ressources publiques mérite en effet notre reconnaissance et nos encouragements. Je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour la concrétisation de ce chantier et rappeler que le respect des principes régissant la commande publique demeure un pilier essentiel pour la bonne gestion des ressources publiques, pilier cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. J'invite les acteurs intervenant dans la chaîne du système de gestion de la commande publique à faire de l'intérêt général une priorité, car, à bien des égards, une bonne gestion de la commande publique impactera à terme sur le quotidien de la population. Après le discours du gouverneur, c'est suivi de la coupure du ruban du nouveau siège par le gouverneur, la présidente du CNRCP, du directeur général de l'ARCOP. Une visite guidée du bâtiment a été faite aux différentes personnalités avant qu'une photo de famille soit prise et la cérémonie d'inauguration soit clôturée par un cocktail. C'est ce 25 février 2023 que s'est tenue la cérémonie officielle de remise de 3 salles réhabilitées et d'un climatiseur pour la salle des professeurs du CEG Modelli Amadou Exa CG4, et cela grâce à la solidarité de l'amicale des anciens élèves de cet établissement. Cette cérémonie a été présidée par le représentant de la directrice départementale de l'éducation nationale en présence des anciens élèves des années 80 et plusieurs autres invités. Monsieur le président de l'amicale, en réhabilitant ces 3 classes, vous venez d'illustrer votre reconnaissance à l'école nigérienne. Acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration des cadres de vie au sein du CS Amadou Modelli, s'inscrit dans l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires qui est un des axes prioritaires de la politique éducative au Niger. Le président des anciens élèves du CEG4, colonel Ousmane Amadou, se dit satisfait et saisit l'occasion pour adresser ses remerciements à l'endroit de ses anciens élèves pour avoir répondu à la requête du CEG Modelli Amadou. Ce don de l'amicale des anciens élèves des années 80 a pour but d'améliorer les conditions d'études des élèves du dit établissement. Qui ont fortement répondu à notre requête pour que les salles puissent être restituées. Et ils ont tous, en tout cas à l'UNED, presque essentiellement opté pour l'anonymat. C'est l'occasion pour moi, en tant que président de l'amicale, au nom du bureau et tous les membres de l'amicale, de leur adresser nos sincères remerciements. Et j'invite également les camarades à redoubler d'efforts pour renforcer notre fraternité, notre amitié. Le proviseur du CG Modelli Amadou, M. Bachir Salissou, a rappelé également le nombre exact des élèves de l'établissement à ce jour. Ce sont des effectifs de 1438 élèves, dont 811 filles et 1627 garçons, répartis dans 26 classes de collège et lycée et encadrés par 42 professeurs, 10 de l'administration et 3 auxiliaires, tous travaillant en harmonie pour le bonheur de nos enfants et de la nation tout entière.
C'est le lieu donc de renouveler nos remerciements. Ce geste noble de ces anciens élèves des années 80 représente un acte de responsabilité, de patriotisme et de grandeur d'esprit en reconnaissance de l'encadrement reçu. Une remise de témoignages de satisfaction a marqué la fin de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons l'actualité de cette semaine avec Niger Inter Hebdo, l'hebdomadaire nigérien d'analyse et d'opinion dans son numéro 102 du 21 février 2023, écrit en grand titre « Tentative de coup d'État du 31 mars 2021, tir croisé des avocats sur la renaissance et la justice ». Niger Inter Hebdo développe. Après presque un mois, les débats sur le putsch manqué du 31 mars 2021 sont clos le jeudi 16 février 2023 vers 14h au camp de la gendarmerie nationale sur la route de Kwaratedi. Le président du tribunal militaire a également annoncé le délibéré pour le vendredi 24 février prochain. Du mardi 14 au jeudi 16 février, 3 jours étaient consacrés aux avocats de la défense pour leur plaidoirie. En substance, les défenseurs du colonel Hamadou Djibou et co-accusés ont fait le procès du régime de la Renaissance et ses dirigeants de la justice nigérienne elle-même avant de se prononcer sur les faits pour lesquels leurs clients sont poursuivis. Niger Inter Hebdo écrit également: si le capitaine Gourouza et le lieutenant Abdraman ont raté leur cible comme des tirailleurs, à savoir le palais présidentiel, tel n'est pas le cas des avocats de la défense. Comme des francs-tireurs, des hommes à robe noire à travers leurs pamphlets n'ont pas raté le régime de la 7e République et la justice nigérienne. Certains ont même soutenu la théorie du complot, rappelant que les commissaires du gouvernement ont fait leur réquisition le jeudi 19 février dernier. Le lundi 13 février, l'audience a été reportée à cause de l'attaque terroriste qui a fait des victimes parmi les éléments de l'opération spéciale Al-Mahou. Le mardi passé, selon l'ordre soumis au tribunal par la défense, les plaidoiries ont commencé par les avocats commis d'office, puis les avocats professionnels du plus jeune au plus ancien au barreau. Les commis d'office, qui sont essentiellement des gendarmes, ont fait impression. Le doyen des avocats, Maître Soumana Ali, dira qu'il était émerveillé par ces jeunes avocats. Il est également d'autant fier de ces jeunes confrères commis d'office comme professionnels qui se délectent au fait que la relève est assurée. Les avocats commis d'office ont défendu une quarantaine de soldats et hommes de rang. Ils ont mis un accent particulier selon le règlement militaire où le soldat est censé observer une obéissance et une subordination totale sans murmure ni discussion sur l'ordre reçu de son supérieur. Au regard du code militaire, il est difficile pour un homme de rang de résister à un ordre, a martelé Maloum Manga. Et pour l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion dans son numéro 749 du jeudi 23 février, le courrier écrit en grand titre délinquance financière des nouveaux Ibou Karagé au ministère des Finances. Le courrier développe plus loin: au ministère des Finances, des agents dont le haut responsable semble s'être inspiré de Ibou Karagé pour faire sortir frauduleusement du trésor public d'importantes sommes d'argent estimées à plusieurs centaines de millions de francs, non pas en utilisant des lappes régulières, mais au moyen des termes de référence munis de décisions de mandatement qui facilitent l'exécution de la dépense. Des responsables des services notent des TDR pour des activités, ateliers, séminaires ou autres qui ne sont pas contrôlés. Souvent, elles ne sont même pas exécutées. Malgré les frais de mission et autres paiements perçus qui tournent autour de 40 000 francs jour, les mêmes TDR sont repris souvent plusieurs fois, avec cette fois-ci des frais de mission pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA pour chaque agent inscrit dans le TDR. Des instructions sont ensuite données pour que le paiement au trésor se fasse très rapidement. Et il arrive qu'un haut responsable du ministère des Finances se déplace personnellement au trésor pour le paiement. Une fois l'argent déclaré
décaissés, les agents dont les noms figurent sur les TDR sont appelés pour signer. Il ne leur est pas remis la totalité des 500 000 francs CFA, mais juste 100 000 francs CFA. Les 400 000 sont destinés au patron, leur dit-on. Si un responsable ne voit pas son nom dans le TDR, il refuse de le signer pour le paiement au trésor. Un responsable véreux peut ainsi toucher en un seul mois plus de 10 fois le montant de son salaire. Aux agents subalternes, il est dit, c'est nous qui vous avons nommé. Alors, faites ce que nous vous ordonnons de faire sans discuter. Un véritable chantage. Et pour la roue de l'histoire, l'hebdomadaire nigérien d'information générale, d'analyse et de formation, dans son numéro 1144 du 23 février 2023, écrit en grand titre « Débat sur la question sécuritaire, les pourfendeurs de la République ». La roue de l'histoire développe la récente attaque de Intagame dans la partie nord du département de Bani Bongo a servi de prétexte à certains acteurs de la vie sociopolitique de notre pays pour se répandre sur plusieurs canaux médiatiques pour entretenir un débat malsain qui, au-delà de la question sécuritaire, a pris une forme de conspiration contre l'État. En effet, toute la semaine dernière a été marquée par cette agitation qui cache bien des projets de ces groupes bien connus qui étaient dans cette posture putschiste depuis fort longtemps. Ces groupes qui prêchent toujours le chaos se sont visiblement organisés pour multiplier les actes subversifs en vue de stabiliser les institutions républicaines. Dans leur communication virale aux allures d'une campagne médiatique, ils ont présenté le Niger comme étant un pays totalement à terre dans lequel les institutions sont défaillantes et incapables d'assurer le moindre service public. En réalité, il s'agit des mêmes acteurs dissimulés dans les milieux des syndicats, de la société civile et des blogueurs se faisant passer pour des influenceurs et des lanceurs d'alerte qui sont toujours à la quête de la moindre occasion pour rebondir en inondant la toile pour lancer un haro contre les institutions républicaine. La roue de l'histoire écrit encore, ils sont tout simplement des mercenaires politiques à la sorte d'une opposition chancelante. Il y a aussi la deuxième branche qui opère pour le compte d'une puissance étrangère qui cherche aussi à étendre ses tentacules dans tous les États du Sahel, particulièrement ceux qui sont affectés par l'insécurité liée aux assauts des forces terroristes. Les points communs de ces deux groupes sont la haine débordante et la plupart de leurs recrues vivent à l'extérieur, ignorant totalement les réalités du pays. Et pour l'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale dans son numéro 348 du 23 février 2023, le Hérisson écrit un grand titre « Périple présidentiel, Bazoum Mohamed, explorateur de solutions ». Le Hérisson a fait cas de Bruxelles et de Paris et écrit à Bruxelles, c'est par la capitale de l'Union européenne qu'il a entamé son tour du monde en 14 jours d'affilée. Le 14 février dernier, le chef de l'État était à Bruxelles à l'invitation du commissaire Charles Michel, président du conseil de ce méga regroupement qui rassemble quasiment tous les pays européens. L'enjeu de ce déplacement de 48 heures est de taille pour son pays. Cette invitation, faut-il le souligner, intervient une semaine après le clap de fin des assises du premier Business Forum Niger UE à Niamey, consacré aux opportunités d'investissement occidentaux. L'invitation de Bruxelles se voulait comme l'officialisation d'un nouveau souffle de partenariat entre le Niger et l'Union européenne. Celui-ci ayant été acté à la table ronde de Paris de décembre sur le financement du programme de développement économique et social PEDES, qui avait connu une mobilisation record. L'enjeu de la capitale de l'Europe en vaut donc la chandelle. Le Hérisson a pris cas également de Paris et écrit le 15 février 2023, cap sur Paris. Ici également, le déplacement d'un intérêt certain. La France, deuxième pilier de l'Union européenne, étant le plus grand partenaire d'aide publique au développement du Niger, l'Élysée, faut-il le souligner, est non seulement le parrain de Niamey pour la concrétisation de toutes les promesses d'investissement européens, mais aussi un partenaire solide dans la lutte contre le terrorisme. Hérisson écrit également au menu de la rencontre Bazoum-Macron le 16 février 2023, il a été surtout question de sécurité, principalement de lutte contre le terrorisme, avec comme point phare le renforcement de la
résilience du Niger et tout ce qu'il faut éviter l'exaspération du système anti-français dans un environnement qui a plus que besoin de discrétion. La voix du président Bazoum a été entendue. Les forces spéciales de l'opération Sarve ne seront pas déployées au Niger, mais rentreront au Bercail. Et pour l'enquêteur, le quotidien nigérien d'information dans son numéro 2928 du 24 février 2023, il était question de mine d'Imourarem, les négociations tendues entre Orano et Niamey. L'enquêteur écrit « Tension au sein du couple que forme l'État du Niger et le géant français du métier du combustible nucléaire Orano. Pour la mise en exploitation de la mine du Nourarem, Niamey plaide pour un nouveau partenariat nettement plus profitable à notre pays. » L'enquêteur écrit également « Le 4 mai 2009, Mamadou Tanja et la patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, ont lancé le début des travaux de la mine géante d'Imourarem sur la base d'un accord de partage des richesses. Areva détient 66,65% de la société créée en vue de l'exploitation du gisement contre 33,35% pour l'État nigérien. Seulement après la catastrophe de Fukushima au Japon en mars 2021, le marché de l'uranium a littéralement dégringolé, suite à quoi le site d'Imourarem a été fermé en 2015 alors que les travaux de terrassement en prélude de l'exploitation n'étaient pas achevés. 8 ans après, le statut du permis d'exploitation de la mine du Nourarem est en passe de devenir un nœud gordien entre Orano, ex-Areva et Niamey. Selon les rapports de Africa Intelligence, alors que l'exploitation du gisement uranium semble repoussée indéfiniment par le géant minier par des questions de rentabilité, les autorités nigériennes considèrent que le permis d'exploitation d'Orano délivré en 2009 est désormais caduc. Et pour les Républicains, l'hebdomadaire nigérien d'information générale dans son numéro 465 du 23 février 2023, il était question de terrorisme et écrit en grand titre « D'Issoufou à Bazoum, le Niger tombeau de Boko Haram devient l'Eldorado ». Les Républicains développent de tous ces pays où Boko Haram bat son plein, c'est seulement au Niger que ces forces du mal bénéficient du privilège du dialogue. Et ce, en dépit des tueries qu'elle exerce, des enlèvements et même des impôts qu'elle impose à la population. On dirait qu'elles sont les maîtres du terrain et font la pluie et le beau temps dans une contrée où il était même censé être enterré. Peut-on réellement qualifier nos dirigeants ici de responsables, s'interroge le républicain. Absolument pas, car ceux-ci font que le combat du ventre et de Satan. Ils ont carrément oublié ce que c'est être à la tête d'une nation. Car en toute logique de dirigeants soucieux de l'avenir de leur nation, les responsables se battront corps et âme pour sortir leur peuple de l'auberge et non l'engouffrer. Le républicain écrit également du règne d'Issoufou Mamadou à celui de Bazoum Mohamed, le Niger qui, selon le prédécesseur, allait être le tombeau de Boko Haram est devenu malheureusement avec Bazoum l'Eldorado de Boko Haram. C'est en tout cas ce qui laisse croire le fait que les politiques entretenues entre ces présumés djihadistes et nos autorités. Pour rappel, au cours de sa gestion, Issoufou n'hésitait pas à dire que notre pays serait le tombeau de Boko Haram, une façon pour lui de montrer au peuple que le phénomène d'insécurité est un réel souci pour lui et qu'il allait cette fois-ci en finir. Car qui parle d'un tel contexte de tombeau parle significativement d'enterrement de la dite situation. Certains fils du pays pouvaient espérer à travers de tels propos renouer avec la quiétude sociale qui nous est maintenant depuis une décennie un souvenir. Mais au fil du temps, ces mêmes fils qui avaient cru à ce que disait Issoufou se rendaient à l'évidence compte que ce n'était qu'un simple discours et que tout ce que comptait ce discours comme parole n'était que du blabla. En effet, c'est justement au lendemain de ces propos politiciens que les attaques ont repris de l'ampleur au Niger, comme pour montrer à la face du monde et répondre notamment à Issoufou que les présumés djihadistes étaient loin d'être délogés, à forte raison enterrés. Et pour le canal en furie, l'hebdomadaire satirique nigérien dans son numéro 317 du lundi 20 février 2023 est revenu sur l'attaque de Intagame et écrit en grand titre « Le pouvoir et l'opposition occultent le vrai débat ». Le canal en furie développe plus loin les tueries et les autres formes d'exaction de ces groupes terroristes et bandes armées sur la population civile sont devenues tellement courantes ces dernières années dans notre pays qu'elles ont tendance à être
carrément analysés. Lorsque des cas sont rapportés, c'est rarement qu'on entend les blocs politiques monter au créneau pour condamner l'attaque et interpeller le gouvernement sur sa gestion de la lutte contre le terrorisme, notamment quand l'agression est dirigée contre une cible militaire et occasionnant un nombre important de morts et de blessés parmi les soldats, comme cette embuscade terroriste du 10 février dernier contre la patrouille militaire dans les parages de la localité d'Intagame, département de Bani-Bongo, qui continue encore d'alimenter les débats au sein de l'opinion. Dans son communiqué sur l'incident sécuritaire, la mouvance pour la renaissance du Niger, la principale coalition politique au pouvoir, s'est juste appropriée du bilan controversé fourni par le ministère de la Défense nationale pour magnifier la vaillance de nos soldats. Nos vaillantes FDS ont infligé une sanction sévère à ces hommes sans foi ni loi qui comptent toujours s'aimer la terreur et la désolation au sein de nos paisibles populations, a souligné la MRN dans son communiqué laudateur à l'endroit du régime, qui montre d'ailleurs la légèreté avec laquelle ces animateurs ont accueilli le drame d'Intagame. N'est-ce pas cela quand ils se trompent même sur la date de l'embuscade terroriste en parlant du lundi 10 février alors que celle-ci s'est déroulée le vendredi 10 février. Comment peut-on commettre un tel lapsus sur un événement grave qui a occasionné de nombreux morts et blessés ainsi que plus d'une dizaine de disparus? Si l'on est vraiment sincère, s'interroge le canard en furie. Et ce n'est pas tout. Dans un élan d'embellissement des actions du régime au profit des FDS dont la patrouille est tombée dans l'embuscade, est parvenue à mettre en déroute l'ennemi grâce à leur professionnalisme. La MRN a parlé des efforts inlassables du gouvernement pour un retour rapide de la paix et des moyens conséquents mis à la disposition pour mener avec succès leur mission régalienne. Très bonne lecture et à la semaine prochaine sur la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.